Je vous avais annoncé tantôt que nous recevrions un invité, c'est le moment pour nous de le faire venir sur ce plateau. Le professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, il est DG de l'Institut géographique national. Il est docteur en sciences spatiales et physique des satellites du climat. Bénédicte Babounda, il est beaucoup... ça fait beaucoup de sciences. Je ne vais pas parler de tout ce qu'il est, sinon ça va faire long. Comme présentation, mais il est là avec lui. Nous allons parler justement de ce qu'il faut faire maintenant. Oui, certes, il y a eu éruption et maintenant il faut trouver des solutions. Il y a eu éruption, il y a eu déplacement de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à l'état où nous sommes? Voilà. Bonjour professeur. Bonjour Lolita. Vous allez bien? Je vais très bien. Mais c'est pas l'impression qu'on a, hein? Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous avez quelle impression? J'ai l'impression que vous n'allez pas bien. C'est-à-dire? Prof, vous savez, je sais que vous êtes professeur et que vous avez l'habitude de poser des questions. Ici, c'est nous qui faisons ça. Ah oui, hein? Oui, merci. Alors, Bénédicte a commencé en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Moi j'ai envie de dire, professeur, il y a eu éruption du volcan du Nyiragongo, c'était le samedi 22 mai. Ouais. Il y a des tremblements de terre, disons ça le plus simplement possible. Ouais. Et puis, maintenant, il y a des craintes dans le chef de la population. Est-ce que une autre éruption volcanique peut arriver maintenant? Et avant de répondre, je salue ici tous les téléspectateurs à travers Bénédicte et Lolita pour m'avoir invité. Merci. Non. Je pense qu'après avoir observé le mouvement tectonique des magnitudes et après avoir suivi l'éruption qui est intervenue plus tôt que prévu le samedi passé, et après avoir constaté que le pic de la magnitude a atteint 5,2 sur l'échelle de Richter et que maintenant c'est en train d'aller vers l'extinction, je peux les dire sans risque d'être surpris que l'éruption, la réplique de l'éruption volcanique est derrière nous. Ah ouais. C'est derrière nous. Je demande à ce que la surveillance soit assurée de manière continue pour voir si il y a une magnitude qui peut nous surprendre, mais à regarder le mouvement de Nyiragongo que nous étudions dans mon labo depuis plus de 8 ans. Il y a eu même une thèse là-dessus. Je pense qu'après l'éruption, qu'après la chute d'un cran de magnitude sur l'échelle de Richter, Nyiragongo, on est à 2, 3 maintenant. Oui, on est entre... Les magnitudes maintenant sont des petits mouvements sismiques. Comme quand un tracteur passe dehors, votre maison bouge. Ça, ce n'est pas très très important. Donc, nous pensons que Nyiragongo va bientôt rentrer dans une longue période de refroidissement qui ne sera pas moins de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et après, il va commencer à réchauffer. Et quand il va se réchauffer, comme à ses habitudes, quoi. Comme dans ses habitudes. Et que c'est après que nous parlerons d'une autre éruption. Et la périodicité apériodique pour Nyiragongo est souvent de 25 ans. Mais quand je dis 25 ans, il ne faut pas qu'on dise, prof Kabasele a dit, tous les 25 ans il y a éruption. Non, il peut nous surprendre. Comme il l'a fait cette année. Il peut nous surprendre. Après 19 ans. Après 19 ans, après 15 ans, il peut nous surprendre. Donc, à nous d'ouvrir l'œil et le bon, oui, avec l'Observatoire volcanologique de Goma. Je demande aussi à tous les scientifiques, tous ceux qui utilisent la géophysique, la science de
volcans, ce qu'on appelle volcanologie, tout ce qui étudie la géologie du sol, ainsi de suite, à suivre ces volcans pour qu'il y ait des publications scientifiques et que notre population soit le plus enseignée. La panique qui a été la nôtre, oui, du sommet de l'État jusqu'au Congolais lambda, ça montrait que les Congolais apprennent beaucoup de choses d'ailleurs que de chez lui. Et c'est ainsi que on commence à dire Nyamulagira et Oula. J'ai entendu quelqu'un qui dit Nyamulagira, c'est encore quoi? Nyamulagira, parlons-en, puisque vous dites, on a eu une disons, fausse alerte le samedi dernier, disant que Nyamulagira était entré en éruption, et ça a encore provoqué la panique. Nyamulagira est toujours aussi en activité. C'est une petite colline qui est à proximité du parc de Virunga. Je l'appelle souvent le volcan à braise. C'est une braise qui est là en permanente et qui sort aussi des laves. Mais ces laves souvent ne font pas de dégâts sur Goma vu le relief, ce qu'on appelle le talouek. Ces vases, ces laves se reversent directement Bénédicte vers ce qu'on appelle le parc de Virunga. C'est là que ça va souvent. Et qu'il n'attire pas beaucoup de regards des Congolais parce qu'il abîme seulement les petits champs et ainsi de suite. Mais écoutez, nous attendons, en tant que physicien, j'attends l'éruption de Nyamulagira. Parce que Nyamulagira et Nyiragongo sont tous en vase communicant. Ce sont des vases communicants. Ils utilisent presque la même chambre magmatique des laves. Parce qu'au fond de la terre, ils puisent à la même enseigne. Et comme Nyiragongo a soufflé, je pense qu'il y a des pressions au retour à l'intérieur de notre terre qui vont finir par refouler un peu sur Nyamulagira. Mais ça ne sera pas un événement. Ça sera un événement parce que ça sera de faible magnitude aussi et ça sera presque un raté comme ce qu'on vient de dire. Donc il n'y a pas grand-chose à craindre. Non, il n'y a rien à craindre. Donc Nyamulagira, peut-être si on veut protéger les parcs, on peut faire quelque chose, mais sachez ce serait quoi le quelque chose à faire? En fait, il y a des espèces que nous ne voudrions pas peut-être perdre. Le gorille de montagne. Le gorille de montagne. On peut voir avec les éco-gardes comment les évacuer, comment les déplacer. Je vous informe que l'homme ne peut rien faire pour interférer dans une activité volcanique. L'activité volcanique n'est pas gérée par le changement climatique. Au moins l'homme peut prévenir. Justement. Prendre des précautions. Prendre des précautions. Nos ancêtres observaient nos ancêtres gomatraciens, ils observaient les animaux. Quand les animaux prenaient fuite, eux aussi prenaient fuite. Et dans la même direction que les animaux. Voilà, parce que les animaux sont très très bien renseignés avec leurs senseurs naturels. Donc, nous avons OVG comme notre censeur in situ, et l'OVG devrait être bien réhabilité, bien outillé, bien équipé pour suivre au quotidien l'activité volcanique. Alors, professeur, moi j'ai envie de savoir, vous avez dit la prochaine éruption aura lieu peut-être dans 6 ans, peut-être, voilà. J'ai envie de savoir... Dans 6 ans j'attends qu'elle termine. Laissez Bénédicte terminer. Donc j'ai envie de savoir, la prochaine, elle sera pire ou moins pire, vu que ça a été prévu après 25 ans et qu'après 19 ans on l'a eu, et la prochaine ça sera, on suggère que ça sera moins pire parce que c'est comme si une marmite était en train de bouillir et que les couvercles s'est un peu dégonflé. Voilà. Et on espère que la prochaine éruption elle sera moins pire. Oui, Bénédicte, sauf Dieu, aucun géophysicien ne peut prédire avec précision du jour, du mois et de l'année l'activité volcanique, sauf Dieu. Donc, si je viens ici pour parler à mes compatriotes congolais au travers la chaîne mère, et j'ai dit que
nous aurons l'éruption volcanique. Nous sommes en quelle année? 2021. Plus 25 ans, c'est combien? 2046. En 2046, on aura l'éruption. Je trompe. Ok. Je trompe. Parce que vraiment, on ne connaît pas très bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Je vous informe que les volcans sont des fissures liées du noyau à la croûte terrestre. Donc les laves parcourent pas moins de 6400 km, le rayon de la Terre, hein, pour nous atteindre. Quand ils sont à l'intérieur, là-bas, sont des magmas, et quand ils profitent la sortie du noyau, du manteau et de la croûte, soulèvent des roches et font des volcans et nous atteignent, il y a beaucoup de choses à apprendre. La pression intérieure, la température, la fissure de la terre, et on a le volcan. Et dans ce cas, pour Nirangongo plus précisément, la petite étude menée par quelques Congolais démontre qu'après une date T, Nirangongo prend 8 ans pour se refroidir. Okay. Mais ça, c'est une étude. Tout comme il peut prendre 5 ans pour se refroidir. Oui. Mais c'est une moyenne qui n'est pas périodique. Et prend 16 ans pour se réchauffer. Okay. Et il peut se réchauffer plus vite. Mais, Par rapport aux circonstances... voilà. Mais on dit 16 ans. Et tous les 25 ans, les voici. Il est au rendez-vous parce que dès qu'on est en période de réchauffement, il faut s'attendre à une éruption à tout moment. Les gens disent, les scientifiques ont dit, après 25 ans, pourquoi il a fait 19 ans? Il n'est commandé par personne. Il n'est commandé que par la chambre magmatique, la fissure, la pression intérieure, la température au pic. Et je vous informe que Nirangongo est le seul volcan du monde qui a un lac de lave. Un lac de lave, un lac comme nous avons des lacs. Comme le lac Kivu. Oui, les lacs remplis de lave qui bouillonnent en permanence. Et le monde disait, il est en éruption continue. Non, il est en activité continue. L'éruption, c'est quand ces laves débordent, font une coulée. Et voilà l'éruption. Professeur, moi j'ai envie que nous parlions maintenant de ce qui doit être fait, de ce que nous devons faire. Parce que nous avons échoué, disons les choses comme ça. Nous avons tous été surpris. Lolita. Je suis désolée. Nous avons tous été surpris par l'éruption volcanique et la panique s'est installée. Il y a eu des pertes en vie humaine. Mais bon, j'ai plutôt envie que nous évoluions par rapport à ce qui doit être fait maintenant. Il y a eu des nouvelles fissures. Avec tous les tremblements de terre que l'on ressent à Goma jusqu'à Kigali même, ils ont ressenti ça. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ces fissures-là, est-ce que... J'ai vu des images où on montre que le mont Goma, c'est carrément divisé en plusieurs parties et que les fissures vont jusque sur le lac. Est-ce qu'on ne peut pas craindre aujourd'hui une éruption, comment vous appelez ça, dans le lac lumnique, c'est ça? Oui, lumnique. Une éruption lumnique, oui. Donc qui entre au fond du lac. Est-ce qu'on ne va pas craindre cela avec notre lac qui contient du gaz méthane? Vous posez plusieurs questions en une, mais je vais répondre. D'abord, il faut savoir que la sentinelle du volcan s'appelle OVG. Oui. C'est notre sentinelle. La sentinelle s'appelle OVG, Observatoire volcanologique de Goma. Si une étude a dit que nous sommes en période de réchauffement, c'est bien, mais c'est chaque jour que OVG doit nous dire on en est où avec le taux du COD, parce que la présence du COD est un traceur que le magma est prêt. Et donc que les laves sont prêtes. Et quand on a beaucoup de dioxyde de soufre, plus que le dioxyde de carbone, c'est que le volcan s'est refroidi. Donc on n'a pas à craindre trop. D'ailleurs, quand il y a beaucoup de dioxyde de soufre, il pleut beaucoup sur Goma. Et il faut surveiller la température des fissures. Et les fissures là,
Moi, par exemple, j'ai suivi les fissures comme Munigi, Mugara, Nirangongo Sommet, avec mon élève qui a défendu sa thèse. J'ai suivi seulement 3 fissures. Mais il y a beaucoup de fissures qu'on ne surveille pas. Il y a des fissures sur la commune de Goma, la fissure sur Mongoma. C'est la fissure sur Mongoma. Voilà. Il y a des fissures sur le marché de Goma. Il y a des fissures partout. À l'hôpital. À l'hôpital même général, oui. Il y a des fissures. Oui. Je les ai visitées. Et il y a des fissures endormies, parce qu'il faut aussi les classifier. Okay. Il y a des fissures bénignes. Okay. Et il y a des fissures en feu. Okay. Alors, les fissures bénignes, c'est celles que vous voyez là, qui coupent les routes, ainsi de suite. C'est dû à l'activité tectonique. Okay. Des fissures endormies, ce sont des fissures qui avaient fait sortir de lave autrefois, mais qui sont là, qui ne sont pas vraiment en activité. Leur température est devenue normale. Il y a des fissures en feu. Donc, quand vous y mettez la main, vous sentez qu'il y a du feu dedans. Et ce sont ces fissures-là que OVG doit surveiller. Mais le volcan a des comportements imprévisibles. Il peut réveiller une ancienne fissure. Il peut transformer une fissure bénigne en une fissure en activité. À part la casserole que vous voyez, qui est le grand couloir, avec un cratère au-dessus de 503 mètres de rayon, mais rempli de lave, mais ça peut sortir par Munigi, ça peut sortir par Mugara, ça peut sortir. Donc il y a plusieurs fissures. Goma est ainsi assis sur un volcan. Les laves peuvent sortir même dans votre chambre à coucher. Il y a des laves qui sortent. C'est une menace permanente. Ceci pose justement la question du déplacement de la ville. On en a parlé pendant cette période. Comme nous comprenons comme ça, il nous faut avoir une sentinelle qui est debout, qui ne dort pas, qui s'appelle OVG. Pas une sentinelle qui nous dit, ça fait 7 mois, je n'ai pas l'internet, je n'ai pas pu regarder. Et voilà les conséquences. Voilà. 2, il nous faut suivre de plus près les secousses tectoniques, les petits tremblements, les petits séismes. Si ces séismes sont de l'ordre de 1 à 3, que les gens dorment. Dès que ces séismes dépassent 3, entrent dans 4, il faut évacuer la population. Et ça doit... Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on a été surpris? Maintenant, je réponds à votre première question. On a été surpris, tout le monde, parce que cette éruption n'est pas venue avec le grondement du sol. Même les bêtes, je ne sais pas si elles ont eu le temps de fuir. Au niveau du parc, je ne sais pas si les éco-gardes ont observé les animaux pour voir. Parce que Nirangongo commence un samedi le 22 à 18 h. Et comme un fait bénin, on voit les laves qui coulent de son grand couloir du sommet. Et il n'y a pas eu tremblement de terre. Donc les laves sont sorties d'une manière spontanée et pacifique. Ça c'est un. Et l'OVG aveuglé sans avoir suivi le comportement du volcan. Et les gens ont paniqué. Ils ont compris qu'ils sont pris dans un piège. Mais quand vous fuyez un volcan, vous pouvez fuir des laves qui sont derrière. Mais là où vous allez, il y a déjà une fissure qui s'est ouverte. C'est ainsi que vous avez entendu, la route de Rutshuru était déjà coupée. Mais c'est loin du volcan. Mais le volcan est jusqu'à Rutshuru où il a ouvert déjà une fissure. Bref, qu'est-ce que nous devons faire? 1. Il faut des alertes chaque jour. L'OVG doit dire à 18 h, dormez, tout ce que nous avons prélevé comme tout va bien. À 6 h du matin, allez travailler la situation. C'est ça le rôle de l'OVG, du jour au jour. 2. Quand ce volcan sort de lave comme ça, il coupe des routes, il coupe les aéroports. Qu'est-ce que nous devons faire?
L'aéroport de Goma ne peut pas être appelé l'aéroport d'une ville comme Goma. Parce que c'est un aéroport, non? Non. Comment ça peut être appelé aéroport? Un aéroport qu'on utilise qu'en temps normal. Pourtant, l'aéroport, c'est un grand centre d'évacuation. Donc, c'est un aéroport qu'on doit tout simplement déplacer. Il faut qu'on le mette très loin, vers Béni, ou je ne sais pas, qu'on arrange des endroits. On peut l'envoyer à Saké, par exemple, à Saké, je ne sais pas le relief. Je vais vérifier, quand je rentre au bureau, je vais vérifier les zones où on peut mettre l'aéroport. Il faut trouver un modèle numérique de terrain. Il faut trouver une plaine qui ne prend pas moins de 10 km. Donc il faut qu'on trouve des plaines, des endroits plats, de pas moins de 10 km. C'est là où on peut mettre des aéroports. Et qu'on évite aussi que la plaine là soit dans une crevasse de collines. Donc l'avion vient, surplombe une colline et atterrit. Non, ce n'est pas bon. Donc on va chercher, c'est tout ça la science. Alors on va faire une étude, on va trouver et on va proposer au gouvernement des endroits où il faudra faire de l'aéroport. Alors vous parlez de l'aéroport, mais pas la ville. J'y arrive. Il y a par exemple à Butembo une plaine que j'aime beaucoup, qu'on appelle Moussienene. C'est formidable. Si on peut mettre un aéroport à Moussienene, c'est dans les environs de Butembo, et ça sera formidable. Alors, la ville, le volcan au Nicaragua, en Italie, au Japon, partout où il y a des volcans dans le monde, les volcans n'habitent pas avec les hommes. Les volcans sont à 50, voire 100 km de la ville, de la population. Partout dans le monde. Ou quand une île est volcanique, elle est presque inhabitée, on va en visite. Le malheur pour nous, c'est que nous avons le volcan le plus puissant du monde, qui habite à 15 km, donc qui habite dans la ville. Non seulement le volcan qui habite dans la ville, les volcans qui nous a ouvert des fentes, les fentes qui sont en contact avec le centre de la Terre. Imaginez, dans nos salons, dans nos hôpitaux, et ainsi de suite. Même au marché. Et voilà. En fait, Goma ne peut pas être une ville à habiter. Ça, c'est mon point de vue. Mais maintenant, Goma est déjà habité. Goma, c'est devenu la deuxième ville après Kinshasa. Elle vient de dépasser le Lubumbashi. En termes de démographie. En termes de démographie, en termes d'infrastructures, de richesses. C'est une plateforme d'affaires. C'est notre Dubaï, Goma. Alors, c'est une ville commerciale. Il n'y a pas une autre en RDC. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai peur que la ville se vide de toutes les populations et que certaines personnes, que je ne cite pas les noms, viennent y habiter. Parce que dès que nous quittons Goma, la nature a horreur du vide. Je suis très sûr que nos voisins qui nous regardent viendront habiter très vite. Alors je demande qu'on vive avec le volcan. Je demande qu'on fasse des alertes à tout moment. Que l'on intensifie la surveillance. On intensifie la surveillance et qu'on crée, pour être très sûr, qu'on crée des sociétés qui observent le mouvement des volcans dans le lac, par exemple. Parce que l'OVG ne fait pas tout. L'OVG doit surveiller toutes les fissures. Et l'OVG est débordé par le nombre de fissures sur la ville, y compris les grandes fissures comme Munigi, Mugara et les autres. Alors, si on peut avoir d'autres sociétés, privées ou de l'État, qui, elles, vont surveiller, par exemple, les fissures subaquatiques au fond du lac, et avec des sous-marins bien outillés. Si on peut avoir des sociétés météorologiques qui surveillent la qualité de l'eau de pluie, parce que dans l'eau de pluie de ces volcans, il y a beaucoup d'aérosols. C'est pas une eau. Parlez-nous-en justement. Est-ce qu'on peut boire, puisque avec ce qui s'est passé, il y a de l'approvisionnement de en eau, est-ce qu'on peut pas
justement faire recours à l'eau de pluie aujourd'hui? Non, je refuse. Non. Pourquoi? Et là, c'est même très dangereux. Les gens vont avoir des maladies, des diarrhées incontrôlées. Ça va créer des épidémies terribles. Je vous informe que Goma est une ville spéciale. Moi, quand je descends pour enseigner à l'Unigom ou pour tenir mes conférences à l'OVG, à l'époque j'y allais avec l'ancien DG Kachwa Karume, qui n'est plus DG d'ailleurs, j'observais tout ça. Cherchez-moi une rivière autour de Goma. Une rivière comme Dili, comme Makelele, comme... Il n'y en a pas. Le volcan a tout soufflé. Le volcan a aspiré tous les cours d'eau. Le seul cours d'eau que nous avons, cours d'eau entre guillemets, l'eau que nous avons, c'est le lac Kivu. Et d'ailleurs, qui montre des signes de baisse, le niveau, mais il est là, il est encore fort, notre lac. Mais quand vous regardez le comportement du lac Kivu par rapport au lac Tanganyika, Tanganyika déborde, Kivu baisse. Parlons-en, prof, puisque vous nous ramenez tout le temps dans différents sujets, mais oui, on a parlé de Kivu. Mais je n'ai pas répondu à la question de tout à l'heure. Donc, je vous laisse répondre, mais en vous ajoutant une autre question, comme ça vous continuez directement. Et c'est par là qu'on va terminer d'ailleurs. Et puisque le Kivu baisse et que le Tanganyika déborde, justement, est-ce qu'on peut attribuer tous ces mouvements à la tectonique des plaques et au déplacement des continents, comme la dérive des continents, comme on dit? Oui, la dérive continentale. Si. Et avec cette fente qui se présente au Kenya, au niveau du Kenya, oui, cette fente est réelle. J'ai entendu les gens dire ce sont les réseaux sociaux. Non, la fente là est réelle. Je voulais vous dire que le volcan dégage deux types de gaz principaux. Il y a des gaz qu'on appelle les gaz méthane et les gaz carboniques qui est réchauffant. Et plus il y a du gaz carbonique, plus la chaleur monte. Il y a le gaz qu'on appelle dioxyde de soufre, et c'est lui qui crée des pluies, beaucoup de précipitations. Et quand il y a beaucoup de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, les eaux de pluie tombent avec. Donc c'est une eau sale. Il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas la boire. Donc on doit trouver des solutions pour donner l'eau potable aux gomatraciens. D'accord. Là, vous avez répondu à la question. Jonathan, tu veux bien revenir sur cette image? Comme ça, ça va nous permettre d'avancer avec le professeur et de chuter, parce qu'on risque, on ne peut pas terminer de parler de... Les volcans et les grands lacs qui sont sur le grand Kivu, un de mes profs disait, c'est là que Dieu a recousu la terre. Donc quand Dieu a refermé le globe pour coudre, c'est là où on trouve la couture de la terre. On appelle ça, les coutures sont en train de céder. On appelle ça la fente de Graben. Cette fente va de la Namibie, quelque part, elle remonte par le Kivu, elle sort par le Kenya, elle va vers l'Algérie, dans les Alpes, qu'on appelle les montagnes du Maroc et de l'Algérie. Elle sort par l'Égypte, rentre par la Chine, l'Inde, et elle repart vers le nord de la Russie. Oui, on a vu à travers l'image que cette fente finalement va faire que la partie est de l'Afrique va se déplacer vers l'océan Indien. On peut craindre cela bientôt? Oui, pas bientôt. Ce sont des phénomènes... Oui, avec les tremblements de terre qu'il y a et tous les phénomènes qu'on observe. Ce sont des phénomènes astronomiques. Ça veut dire des phénomènes qui sont au-delà de la taille de vie de l'homme sur Terre. Nous, quand bien même nous faisons 50 ans, 80 ans, 100 ans, c'est presque une sorte de poussière de secondes devant ces phénomènes-là. Ce sont ces phénomènes qui se déclenchent aujourd'hui, mais qui pourront vraiment avoir leur réponse à 1 million d'années. Donc, exactement, le lac Kivu et le lac Tanganyika est en contact avec l'océan Indien. Avec l'océan Indien. On voit le lac Tanganyika qui se déchaîne. Oui, il est en contact avec l'océan Indien. Ce que vous constatez maintenant sur Tanganyika, ce n'est pas, on dit c'est parce qu'on a coupé les arbres sur Uvira. Non. Bien sûr, il y a une responsabilité en coupant les arbres.
On dit que c'est les changements climatiques. Oui, le changement climatique ne peut pas envoyer beaucoup d'eau comme ça en un rien de temps. Il y a une fuite d'eau de l'océan Indien, une fuite parce que la plaque tectonique crée des cisaillements et des flambages de couches au niveau de la croûte terrestre, et que l'océan n'a pas une profondeur au-delà de 11 000 mètres. L'océan est trop bas. La Terre a un rayon de 6400 km et l'océan n'occupe que la couche superficielle de la Terre et sa profondeur moyenne est de 4 à 6 000 mètres. L'océan le plus profond vers l'Indochine est à 11 000 mètres, donc c'est rien. Alors, dès que la croûte terrestre bouge un peu à cause des mouvements de flambage et de cisaillements, et il y a une ouverture et les eaux de l'océan Indien entre en dessous du continent et ressort. C'est une fuite d'eau que nous sommes en train de voir. J'ai demandé qu'on fasse une étude là-dessus. Et qu'est-ce qui peut nous donner l'exactitude que cette eau vient de l'océan? C'est la montée de la salinité. Donc, bientôt des études vont commencer. On comprendra si la salinité de Tanganyika est en train d'augmenter. Ça veut dire qu'il y a un apport des eaux océaniques. Donc, il y a beaucoup de choses à surveiller dans notre pays. Terminons avec ça, professeur, justement. Ça va être comme un conseil, disons, en tant que scientifique, aux autorités de la République démocratique du Congo. J'ai lu quelque part que Congolais, la scientifique, c'est l'occasion de vous faire entendre. Oui, je vous remercie. Maintenant, je pense qu'on va voir que le Congolais écoute les scientifiques un peu. Bon, je demande qu'on surveille les volcans, non seulement avec l'OVG, mais qu'on multiplie des observatoires pour qu'on contrôle très très bien le lac Kivu. Qu'il y ait une bombe, s'il y a une grande quantité de lave qui entre dans le lac Kivu, je pense que la bombe sera comme Hiroshima et Nagasaki. La mèche qui va tuer les gens sur le lac Kivu sera une mèche pareille à une bombe atomique. Donc il faut éviter ça. Il faut surveiller les lacs, il faut surveiller les océans et les volcans. Il faut étudier comment avoir des points d'échappatoire, c'est-à-dire faire de très bonnes routes vers Ouganda, vers donc le Rwanda, les routes vers Saké, vers Beni, et ainsi de suite, parce qu'on ne sait pas, en cas d'éruption, quelle route sera coupée et quelle route pourrait nous servir. Il faut déplacer l'aéroport, il faut déplacer l'érosion côtière à Mwanda, où l'océan avance vers Mwanda de 6 mm par jour. 6 mm, c'est pas beaucoup, mais par jour, en 100 ans. Il faut qu'on surveille les espaces inondables, comme la cité de fleuve. J'avais demandé qu'on ne construise pas. Et vous voyez, merci beaucoup, professeur. Il y a beaucoup de choses à surveiller, qu'on n'attende pas les événements, mais qu'on dote le pays d'un satellite. Le satellite est incontournable si on veut gérer un pays comme le Congo. Merci beaucoup, professeur. On dote le pays d'un satellite et que l'on surveille différents endroits pour la sécurité de la République, de la population de la République démocratique du Congo et pour différentes autres raisons. Ça concerne aussi la sous-région. Merci, professeur, d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, chaque fois que nous aurons besoin de vous, j'espère que vous serez disponible pour nous, car les sujets dans ce genre, on n'a jamais fini de les traiter. Finalement, un cours, j'ai dit merci à tous mes profs de géographie parce que j'avais trouvé certains termes que j'ai étudiés. Merci beaucoup, Bénédicte. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez, fidèles téléspectateurs, nous recevions pour vous le professeur Albert Kabasele Yenga, DG de l'Institut géographique national, docteur en sciences spatiales et physique des satellites et du climat. Il est venu donc nous parler brièvement de ce qui nous concerne, de ce que nous devons faire maintenant par rapport aux conséquences, si vous voulez, de cette éruption volcanique qui concerne le Nyiragongo.